C'est la grande interview. Nous sommes avec le général Perrotte, le coordinateur pour l'intelligence artificielle à la Gendarmerie nationale. Bonjour, vous êtes conseiller IA auprès du commandement de la Gendarmerie nationale dans le cyberespace. Alors, on va parler justement de votre mission parce que vous êtes également chercheur et enseignant à l'université, scientifique avant tout. Dans la gendarmerie, c'est quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui? C'est relativement récent, hein, c'est 2020 si je ne me trompe. Alors c'est 2020 pour la nomination du coordonnateur pour l'intelligence artificielle au sein de la gendarmerie, mais l'intelligence artificielle date du début des années 2000 en gendarmerie. Déjà, il y a quelques années, je travaille moi, sur le domaine de la reconnaissance de locuteurs, dans le champ criminalistique, donc les expertises judiciaires dans le domaine de la reconnaissance faciale, on avait déjà des travaux. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'intelligence artificielle pour la gendarmerie? C'est une discipline pour être plus efficace dans la protection de la société, dans la protection des citoyens. C'est ni plus ni moins que ça. C'est un outil pour être plus efficace. Ah mais c'est-à-dire, outil, ça veut dire que vous contribuez au développement de ces outils du futur. Il faut les mettre au point, c'est ça? Ils n'existent pas tous encore. Alors, ils n'existent pas tous, bien entendu. Il y a des industriels qui nous proposent des outils, mais on a à cœur de développer nous-mêmes nos outils parce qu'il faut les comprendre. On ne peut pas utiliser des boîtes noires. Développer nos outils, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas acheter des solutions. Mais dès lors qu'on achète des solutions, on comprendra comment elles fonctionnent, on comprendra comment on doit les paramétrer, on en comprendra les limites et les possibilités. C'est-à-dire, solution, vous allez vous adresser à des entreprises privées. Donc là, on parle un peu du continuum, finalement, de la sécurité, puisque vous avez le relais du privé au service du public et des missions futures, j'allais dire, de l'État, en fin de compte. Dans ce domaine en fait, des nouvelles technologies, le continuum est indispensable. Et on doit encore progresser. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, la sécurité privée, elle a besoin, effectivement, de travailler avec la sécurité publique. La sécurité publique a besoin de travailler avec la sécurité privée. On le voit à travers les Jeux Olympiques qui vont arriver bientôt. Et dans le champ de la technologie, c'est encore plus important parce que, effectivement, nous, on exprime des besoins, on propose des solutions par rapport aux problématiques qu'on a. Le privé est capable de nous apporter des solutions. Mais après, c'est un benchmark entre les solutions. Ce sont des entreprises souvent étrangères aussi, parce que la France est brillante dans ce domaine. Hein, on le voit, il y a des belles entreprises, mais il y a des technologies à l'étranger aussi. Alors évidemment, il y a des technologies performantes à l'étranger. On peut penser à Israël, aux États-Unis, en Chine. On privilégiera les sociétés européennes, on privilégiera les sociétés françaises, parce qu'effectivement, on a un cadre légal en Europe. Et c'est ce cadre légal dans lequel on veut inscrire nos applications, et des sociétés avec qui on travaille rentreront dans ce cadre légal. Il y a la question de la souveraineté, il y a la question aussi de la protection des données. Ça, c'est important pour nous. C'est un enjeu essentiel, la souveraineté. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, en termes de souveraineté, on n'y est pas forcément. On voit qu'il y a des grandes puissances qui sont devant nous. C'est pas grave, il faut y aller quand même, sinon on perdra en distance. Et les services publics ont vraiment cette nécessité de s'y engager si on ne veut pas perdre certaines activités régaliennes. Alors, c'est intelligence artificielle pour la gendarmerie, mais aussi pour la police, pour les services de sécurité en général. C'est-à-dire que vous avez un rôle assez large. Oui, alors, on avance à des vitesses différentes entre les différentes forces, mais ce n'est pas très grave, parce qu'effectivement, l'un alimente l'autre. Et je dirais même que, vous voyez, la semaine prochaine, je réunis l'ensemble des forces de sécurité européennes autour d'un colloque qu'on organise à la caserne des Célestins, en France, pour justement élaborer de la stratégie européenne entre forces de sécurité sur l'intelligence artificielle. Parce que c'est une discipline qu'il faut appréhender à plusieurs. C'est une vraie action commune, concertée. Et ça, l'Europe, elle en est où aujourd'hui? Alors, l'Europe, il y a différents niveaux. Il y a l'Europe, effectivement, économique, politique, où on a le projet de réglementation européen qui est en cours actuellement, qui a été adopté en juin 2023. On est dans des phases, ce qu'on appelle de trilogue. Donc, c'est des phases de discussion pour ajuster les possibilités que nous offriront ce projet de réglementation européen. Et au niveau des forces de sécurité européennes, écoutez, la France tient son rang. C'est-à-dire que moi, je co-préside ce groupe de forces de sécurité européennes, de stratégie d'IA pour les forces de sécurité européennes, et on échange, on partage, parce qu'encore une fois, on ne peut pas travailler seul sur ces sujets-là, et on s'enrichit les uns les autres. Et tout le monde est conscient qu'il faut aller vers cette cyberdéfense, ce cyberespace. Alors, j'avais une question. On nous regarde, il y a beaucoup d'entreprises privées du continuum qui nous regardent. Vous leur dites quoi? Venez nous aider aussi à collaborer dans ce projet, dans ce laboratoire finalement qui se développe aujourd'hui. Vous avez besoin, c'est ça, d'entreprises. Il n'y a pas besoin de leur dire, elles le savent. Il y a des appels d'offres? Oui, il y a des appels d'offres. On est dans des projets européens aussi, avec des sociétés privées, parce qu'effectivement, là aussi, c'est important de
faire se rejoindre le monde de la recherche, le monde industriel par les sociétés privées et le monde étatique. Parce qu'effectivement, il y a une convergence d'intérêts et je pense qu'on peut tous travailler ensemble sur le sujet. Malgré tout, on sait que l'Europe n'est pas très favorable. Je pense à la reconnaissance faciale. On fait un peu tout pour bloquer, sauf dans certains pays. L'Autriche, je sais qu'elle est plutôt favorable. Comment on va faire pour mettre tout le monde d'accord sur des technologies aussi pointues ? C'est pour ça que le projet de réglementation européen prend du temps. C'est pas facile. Il faut quand même saluer le travail de l'Union européenne sur le sujet. Mais si on prend la reconnaissance faciale, j'ai l'impression que depuis le début, on comprend mal ce qu'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, vous passez devant une caméra, si vous n'êtes pas connu des fichiers, vous ne serez pas enregistré. La reconnaissance faciale, nous, gendarmes, on l'utilise dans quel cas ? On l'utilise dans un cadre judiciaire, strictement judiciaire. Ça veut dire qu'on a l'autorisation d'un magistrat. Donc tout ça est extrêmement cerné. Et on est tout à fait dans un cadre légal. Ce que n'autorisera pas l'Europe, c'est effectivement une reconnaissance faciale a priori dans des grands espaces publics. Donc on ne veut pas de système de cotation comme on peut avoir en Chine, donc c'est évident. La volonté, il y a un biais qui est important, c'est l'État n'est pas là pour surveiller les populations, l'État est là pour les protéger. On ne peut pas lui reprocher dans les aéroports ou peut-être aux abords des stades pour les Jeux Olympiques, on serait bien content de reconnaître d'éventuels terroristes. La reconnaissance faciale est une discipline efficace. Elle est efficace sous certaines conditions qu'il faut maîtriser et elle s'emploie dans un cadre légal. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on aura besoin de cette technologie pour assurer la protection des populations. On ne pourra pas s'en passer. C'est une question on y viendra. Mais il est important quand même d'avancer avec le cadre juridique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi que le cadre juridique ne reste pas figé. Il faut que lui aussi puisse évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie. Une caméra voit un visage, elle peut délivrer le nom immédiatement et un casier judiciaire. La technologie, on l'a. Pour autant, il y a quand même des conditions. Moi, j'ai souvent utilisé la reconnaissance faciale dans le champ criminalistique. L'œil humain est parfois plus performant. Pour autant, la reconnaissance faciale va vous donner un certain nombre d'hypothèses de visage, mais derrière, il y a toujours un humain qui validera la reconnaissance. Ce n'est pas la machine qui va décider toute seule. L'intelligence artificielle au sens large, donc c'est intéressant d'avoir votre définition. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est finalement une science contre le crime? J'entends l'intelligence artificielle dans la sécurité. Est-ce que ce n'est pas une science, justement, contre les malfaisants? Oui, pour le début de votre question, c'est une science. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'informatique, c'est d'abord des mathématiques. Et pour comprendre ce que c'est, il faut revenir aux mathématiques. Une science contre le crime, oui, mais pas que. C'est une science, on le voit dans notre quotidien. Vous avez votre téléphone, vous avez un GPS, c'est de l'IA. Vous regardez des séries télé, c'est l'IA qui va vous permettre de les choisir. Aujourd'hui, l'IA nous entoure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans nos vies quotidiennes. Et pour lutter contre le crime, eh bien, ça peut être extrêmement efficace. Et donc, on l'utilise pour cela. Parce qu'aujourd'hui, les criminels l'utilisent. Si demain, on veut faire face à cette évolution technologique de la criminalité, on n'a pas d'autre choix d'utiliser l'intelligence artificielle. À la différence des criminels, on l'utilisera dans un cadre responsable et légal. Alors cette intelligence, elle va travailler sur la voix, sur la reconnaissance faciale, sur le croisement de données, les déplacements des uns et des autres, si on a tiré de l'argent à un distributeur. C'est le croisement en fait de plein de données. Alors vous utilisez des mots délicats, c'est-à-dire croisement de données, on ne peut pas le faire. Ouais. Ah oui, on n'a pas le droit. La rocofaciale, on le fera que sur certaines conditions judiciaires. Mais l'IA peut nous aider sur l'authentification des deepfakes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. Comment demain vous allez être capable de dire que la personne qui est sur la vidéo d'une vidéo pédopornographique ce n'est pas... c'est une fausse image. Eh bien, il faut être capable de développer des outils pour authentifier ces supports. C'est l'IA qui nous permet de le faire. Et la rocofaciale nous aidera aussi. Comment, quand vous avez un jeune mineur qui disparaît, une jeune mineure qui disparaît, on vieillit son visage par l'intelligence artificielle pour voir si demain, elle est dans des réseaux de traite des êtres humains, sur des sites pornographiques. Donc on a besoin effectivement d'intelligence artificielle. Oui, c'est effrayant. Alors à l'heure où la violence est partout, est-ce que finalement cette intelligence robotisée, c'est pas la réponse à cette main de l'homme qui est peut-être trop faible, parce que souvent l'homme n'ose pas aller aussi loin, donc le robot va prendre sa place? Alors le robot ne prendra pas la place. La violence est partout. Moi, je n'emploierai pas cette formule, je dirais que la violence change de forme. C'est-à-dire que la délinquance devient de plus en plus technologique. Ce qui, hier, était à la main des organisations criminelles est à la main d'un délinquant du bas du spectre. Donc on a vraiment un changement de forme de la délinquance. Pour faire face à ce changement de forme, effectivement, l'intelligence artificielle ne va pas prendre la place de l'enquêteur, ne va pas prendre la place du gendarme, elle va l'assister. Je ne pense pas que ce soit
Alors peut-être que la main de l'enquêteur, du gendarme, sera assistée effectivement, mais ce qui est important, c'est que son esprit demeure. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes assisté par un outil que la décision ne revient pas à l'humain. Et je crois qu'on est vraiment sur cette idée que l'outil assiste, l'humain décide. Il faut rester sur cette perception-là. Il faut regarder du champ, il faut prendre du recul, laisser justement la main de l'homme, même si parfois elle n'ose pas aller jusqu'au bout. Oui, parce que quand on voit ce qui se passe à Marseille aujourd'hui, avec des crimes, des meurtres tous les jours, ça commence à devenir inquiétant. Et peut-être là, l'intelligence artificielle pourrait commencer à agir en anticipant, peut-être. Oui, alors il ne faut pas tomber non plus sur Minority Report. Si vous voulez, l'intelligence artificielle, elle travaille avec la donnée de masse. Quand vous avez quelques meurtres, et heureusement il n'y en a pas trop, c'est difficile d'élaborer des séries chronologiques quand vous n'avez pas beaucoup de faits. Pour autant, il y a d'autres moyens, notamment dans l'analyse criminelle, le rapprochement d'affaires, le rapprochement de modes opératoires. Tout ça, l'intelligence artificielle peut nous aider là-dessus. Oui. Alors, vous avez écrit plusieurs essais, des chapitres scientifiques sur l'intelligence artificielle, sur le chat GPT. Finalement, qu'avez-vous retenu de tout cela et quels sont finalement les travaux qui vous ont le plus impressionné ? Alors déjà, pourquoi écrire ? Écrire sous deux aspects. Écrire déjà pour la crédibilité de l'institution par rapport aux travaux qu'elle fait. Donc des publications scientifiques, dans des revues scientifiques ou dans des conférences scientifiques. Et puis écrire aussi pour expliquer aux citoyens, qui n'a pas forcément une appétence scientifique, expliquer comment on travaille dans le champ de la sécurité intérieure avec l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'être effrayé par ces technologies-là, il s'agit juste de les comprendre. Savoir pour comprendre. Et ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, ce qui est surprenant en termes de publication scientifique, c'est tout ce qui se passe autour de l'IA générative. On voit qu'on arrive progressivement à une IA qui peut-être pourra généraliser un certain nombre de ses fonctions. Alors, on confond aujourd'hui l'IA générale et l'IA, ce qu'on appelle multimodale. C'est-à-dire, expliquer peut-être que la différence, c'est important pour tous ceux qui nous regardent. L'IA générative, donc c'est une IA qui est capable de créer quelque chose qu'on ne lui a pas appris, mais elle s'inspire de données. C'est comme le métavers, en fin de compte. On arrive à vivre ce qu'on n'a même pas anticipé. C'est un peu ça. Et puis ChatGPT, il y a une vraie notion de création dans ce que nous propose ChatGPT. Mais en fait, quand on a vu le jeu AlphaZero battre Lycidol, c'était déjà avec des combinaisons qu'il n'avait pas appris. C'est-à-dire qu'il avait fait des inférences, des combinaisons lui-même entre ce qu'il connaissait. Big Brother, comme il s'appelait pour le fameux match, le duel d'échecs. C'est vieux déjà. Deep Blue contre Garry Kasparov. Et c'est étonnant parce que Garry Kasparov avait très mal vécu sa défaite. Lycidol a très mal vécu sa défaite. Plus jamais un homme ne battra une intelligence artificielle au jeu de Go. Donc et aux échecs, c'est pareil. Donc c'est quand même une composante à prendre, c'est l'intelligence artificielle ne fait que de s'améliorer. C'est ça, ça évoluera sans arrêt. Exactement. Ouais. Mais alors justement, est-ce qu'elle tiendra compte des différences humaines ? Parce que vous disiez, l'homme aura toujours le dernier mot. Heureusement, faire la différence sur l'origine, la race, les opinions, les sentiments, le genre maintenant, puisque c'est le mot qu'on utilise, le genre. Il sera capable ou pas, le robot, demain, de faire la différence ? Le robot peut faire la différence. Mais le robot, là vous touchez à la notion de biais. En fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans discrimination. Le but de l'intelligence artificielle, c'est de discriminer des données. Quand je veux discriminer des vidéos à caractère pédopornographique de vidéos classiques, pornographiques, il faut que je fasse une discrimination. Ça ne veut pas dire que c'est discriminatoire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à ces discriminations, voir quelles sont les discriminations qui portent préjudice et qui portent un caractère discriminatoire parmi les 25 qui sont dans la loi, le genre, la préférence sexuelle, l'ethnie, tout ça, ce sont des caractères discriminatoires. L'IA peut le faire, mais aujourd'hui, on n'est pas autorisé à le faire. Donc on ne le fera pas. Comment elle le fera ? Il suffit de lui apprendre à le faire. Après, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des proportions de données dans les classes qui sont différentes, parce que là, l'IA apportera un résultat biaisé, qui n'est pas un mauvais résultat, mais simplement, elle a été mal entraînée. On pourra le comparer avec justement ce qu'aurait fait l'homme, parce que le danger, c'est que peut-être l'enquêteur, demain, soit remplacé par un chat GPT qui donne des réponses toutes faites. Ça peut aussi arriver. L'enquêteur ne sera pas remplacé par une IA, que ce soit ChatGPT ou un autre. Je vais vous dire pourquoi. Un enquêteur, quand vous regardez le travail de l'enquêteur, il est extrêmement diversifié et complet. C'est pas qu'une histoire de travail de procédure.
il va sur le terrain et collecte des éléments d'enquête. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. L'enquêteur ne pourra pas être remplacé par une IA. En revanche, l'IA pourra lui être d'une grande assistance. L'analyse des vidéos de masse, l'IA, plutôt que de passer 10 heures à regarder des vidéos, l'IA va extraire des images pertinentes. La transcription automatique de paroles dans des écoutes téléphoniques, plutôt que de retranscrire des écoutes téléphoniques des heures durant, l'intelligence artificielle sera capable de le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre pour argent comptant ce qu'elle sortira. Vous allez relire, vous allez corriger, mais vous perdrez beaucoup moins de temps. Donc, il y aura toujours des synthèses. Sur le plan économique, ça va représenter quel poids, cette intelligence ? Alors, c'est un enjeu, effectivement, un enjeu économique, un enjeu pour nos sociétés privées, aujourd'hui, effectivement. Et c'est tout le travail du projet de réglementation européen aussi, c'est de ne pas décourager l'innovation technologique. Parce que ce qui va se passer demain sur le plan économique, c'est est-ce qu'on va réussir à garder nos sociétés françaises, nos start-up qui, pour certaines, sont des pépites. Est-ce qu'elles pourront continuer à travailler en Europe ? Donc c'est un enjeu de la réglementation européenne. Dans le cadre de la sécurité intérieure, c'est un marché. C'est-à-dire que tous les outils qu'on développe intéressent le monde économique. Et il y a des grosses sociétés qui aujourd'hui naissent dans le champ de la sécurité intérieure. Et ce sont des budgets importants aussi pour l'armée, la défense, bien sûr, l'intérieur, tout ça, c'est prévu ? Alors oui, alors il y a des lois de planification sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de chiffres précis sur les investissements dédiés à l'IA au sein du ministère, mais c'est prévu. C'est prévu. Et aux armées, c'est pareil. Et puis, dernière question, il y a aussi une question de formation, parce que de plus en plus, les forces de sécurité, gendarmes, armée aussi, bien sûr, police, vont devoir être de plus en plus formés à cette science. Est-ce qu'ils ne seront pas un peu geeks tous par obligation ? Ils ne seront pas geeks, je pense mais ils vont progresser dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous parlais de stratégie. Ma fonction consiste à mettre en place une stratégie d'intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale. On a le volet formation. Ce volet formation, il démarre de l'acculturation jusqu'à la thèse de doctorat. C'est-à-dire qu'on 93% de nos gendarmes ont suivi un enseignement à distance sur l'IA et tous les 2 mois, on publie une revue qu'on appelle Culture IA, qu'on distribue à l'ensemble de nos gendarmes pour leur expliquer ce qu'est l'IA dans la sécurité intérieure. À l'autre bout de la chaîne, on a créé une chaire IA et sécurité avec l'Institut supérieur d'électronique de Paris où on propose des parcours de doctorants pour nos officiers. Et donc, on est sur ces 2 aspects. Vous-même, vous venez de la science, de la mathématique ? Oui, moi j'ai une formation, j'ai passé mon doctorat à Télécom Paris en 2005, 2006. Et effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est la compréhension mathématique de cette intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de faire un système d'IA. Il y a tellement de GitHub aujourd'hui, vous savez, ces codes qui sont disponibles pour tout le monde. Vous pouvez faire un système de reconnaissance faciale très facilement, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Général Perrotte, merci beaucoup d'être venu à la grande interview. Restez avec nous.